Bonjour citoyens plaque-vent. Bonjour camarades gilets jaunes. Merci de venir nous parler de ton dernier livre. Merci de me recevoir. Alors, Soros. Soros est la société ouverte métapolitique du globalisme. Alors, Aux éditions Le Retour aux sources. quel est le rapport avec les gilets jaunes? Soros et les gilets jaunes. Quel est le rapport avec Soros et les gilets jaunes? Alors déjà, en fait, il faut poser le projet de Soros. Donc c'est dans le titre, hein, Soros et la société ouverte. Donc son projet, c'est la fin des États-nations et l'établissement d'une gouvernance mondiale et à terme d'une forme de gérance mondiale qui remplacera les États. Pour arriver à cela, il utilise, c'est un financier à la base, un spéculateur, donc il y a des moyens colossaux, et qui utilise pour arriver à cet objectif de fin des nations tous les vecteurs possibles de déstabilisation des sociétés, en passant par la modification des normes sociales, normes anthropologiques. Ça peut être la légalisation des stupéfiants. Ça peut être aussi donc d'autres vecteurs comme l'immigration de masse, favoriser l'immigration de masse, les déplacements de population forcés depuis l'Afrique, les pays déstabilisés qui ensuite génèrent des flux migratoires qui vont être réutilisés pour déstabiliser les sociétés d'accueil et favoriser une main-d'œuvre concurrentielle à bon marché. Le dumping social. Le dumping social, voilà. Donc c'est tout un ensemble de facteurs qui fait que, voilà, et surtout l'utilisation d'ordinaire, on constate que les réseaux Soros soutiennent les insurgés face à des gouvernements jugés autoritaires. Alors les réseaux Soros, c'est Soros, donc c'est l'oligarque, c'est le grand patron. Voilà, George Soros, qui a tout un réseau de fondations qui s'appelle l'Open Society Foundations, les fondations pour une société ouverte. Réseau d'ONG, vaste réseau d'ONG qui, pour l'année 2018, disposait d'1 milliard de dollars de budget et qui, depuis sa fondation, a reçu dans les 14 milliards de dollars. Et là, récemment, Soros, dont la fortune lui-même était évaluée jusqu'à il y a peu, je crois, à 24 milliards de dollars, quelque chose comme ça, a versé encore 17 milliards comme don, un peu comme un futur héritage, vu qu'il est quand même assez vieux, à ses fondations. Voilà, donc c'est quand même c'est un projet, donc c'est ce qui le fait s'appeler lui-même un homme d'État sans État. Il a une influence, il est du coup écouté auprès des plus hautes instances de gouvernance, hein, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'ONU, que ce soit évidemment les États. Il arrive à pénétrer toutes les institutions classiques et il est favorisé. C'est ça qui est paradoxal. Enfin, c'est donc des ONG, hein, le principe des ONG, organisations non gouvernementales, mais qui en fait permet de faire de la gouvernance sans faire en passant, en esquivant la case politique, en tout cas en apparence, et se faire bien voir sous des dehors humanitaires. Effectivement, les ONG généralement, ça a plutôt une bonne image. C'est des gens qui vont dans des pays, ou même chez nous, qui vont aider les plus démunis, etc. On les voit aussi faire des souscriptions dans la rue. C'est ça. Et c'est plutôt des braves gens. Enfin, C'est toujours pareil, il faut distinguer, c'est comme dans les partis politiques, c'est comme dans tout, la personne de bonne volonté qui veut s'engager, qui justement voit un phénomène en Afrique ou même plus proche de chez nous ou ailleurs, se dit bon, il faut aider ces gens qui souffrent. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est qui sont les commanditaires, qui sont surtout les bailleurs de fonds, parce que c'est toujours ça la clé, hein, qui paye. Et quand on regarde qui paye, après on tombe sur quels sont les buts de ceux qui investissent dans ces ONG. Si on regarde par exemple sur la guerre en Syrie, on a une ONG sœur, on va dire, de l'Open Society de George Soros, qui est Human Rights Watch, qui était présidé aussi par l'ancien président de l'Open Society, donc hein, il s'est vraiment connecté,
qui était l'association qui documentait le plus tout ce qui est crimes de guerre imputés au gouvernement de la République arabe syrienne et de Bachar al-Assad. Voilà, donc tous ces gens-là fournissaient tout le matériau, on va dire, médiatique, idéologique pour accuser ce régime. Et d'un autre côté, l'Open Society soutenait tout un maillage d'associations qui aidaient au rapatriement des migrants, des gens qui fuyaient donc justement la guerre et les déstabilisations vers l'Europe. Donc on a, on va dire, une chaîne de causalité et de conséquences. Voilà, ils interviennent à tous les niveaux des problématiques géopolitiques, de la source jusqu'à... Et George Soros, sur cette thématique-là, a par exemple proposé, peu avant que Angela Merkel propose son plan d'accueil de près d'1 million de migrants en fin 2015, je crois, George Soros avait proposé lui-même un plan en 6 points qui établissait ce qui devait être fait par l'Union européenne pour accueillir les centaines de milliers, puis le million de personnes qui fuyaient la guerre en Syrie. Et on a vu Merkel, peu après, reprendre point par point ce plan. Et c'est logique parce que en fait, ce plan a aussi été diffusé par un think tank proche de George Soros, qui est l'European Council on Foreign Relations, qui est la version, donc le CFR, version européenne du fameux CFR, qui avait été créé dans les années 20 aux États-Unis pour favoriser la politique internationale américaine. Mais juste pour te demander une petite... ok, Soros veut quoi en fait? Il veut quoi de... Je peux revenir sur une chose qu'il a dit. Tu as dit pourquoi les gilets jaunes, tu as dit ça? Quel rapport avec les... Le rapport avec les gilets jaunes, c'est que donc, par exemple dans des pays comme en Ukraine, on a eu la révolution de l'Euromaïdan. Donc une partie de la population, principalement de l'ouest de l'Ukraine et de Kiev, qui s'est soulevée contre le gouvernement de l'époque, jugé trop proche de la Russie. Et donc ces gens-là ont été appuyés de l'étranger par toutes les oligarchies occidentales et par Soros, qui faisait un travail de terrain depuis des années au sein de sa fondation locale qui est l'International Renaissance Foundation. Voilà. Donc ces réseaux-là appuient les contestataires en Ukraine. Ils appuient, soi-disant, les rebelles syriens. Ils ont appuyé les gens qui se soulevaient contre Kadhafi. Ils ont appuyé les printemps arabes. Les printemps arabes ont vraiment été préparés par les ONG de Soros, notamment certaines personnes qui avaient déjà travaillé, qui sont des Serbes, qui avaient travaillé à la destruction de la Yougoslavie, ont ensuite monté des fondations pour accompagner, pour la formation des militants des printemps arabes et ailleurs dans le monde. Selon les principes de la révolution, on va dire, qui est théorisée comme révolution non violente de Jane Sharp. Ça, c'est encore... Mais pour dire, donc ces réseaux soutiennent toutes sortes d'insurgés partout. Mais en France, depuis 6 mois, enfin quelque chose d'unique dans l'histoire de France, 6 mois d'insurrection permanente, là, aucune prise de position officielle, aucun soutien, alors qu'on pourrait dire, on a appelé la méthodologie de Soros, dans le soutien aux révolutions, les révolutions de couleur. Parce que, par exemple, en Ukraine, dans le début des années 2000, les ONG proches de Soros fournissaient aux manifestants tout le package. Avec, là, c'était la révolution orange, avec toutes les couleurs orange et tout. Nous nous sommes dotés nous-mêmes de notre gilet jaune, qui nous avait été un peu imposé comme à des enfants, il faut l'avoir chacun dans sa voiture et tout. Donc on a utilisé cette arme-là. C'est la première auto-révolution de couleur. On aurait pu attendre au bout d'un moment un soutien de ces réseaux qui sont pour la société ouverte, qui sont pour soi-disant plus de démocratie et pour la défense des droits de l'homme. Face à un régime qui mutile les gens, qui les éborgne et tout. Et là, aucun soutien. Alors que ces mêmes gens, on a vu BHL, voilà, exemple typique, les BHL qui est allé sur l'Euromaïdan. L'Euromaïdan, c'était comme une... En Ukraine ? En Ukraine, voilà, vraiment à Kiev. C'est comme si nous, on occupait, je sais pas, une place, la Bastille ou autre, qu'on installait une grande scène, comme
scène de concert, et des intervenants de l'étranger viendraient et ils parleraient comme ça, et on aurait donc BHL qui viendrait nous soutenir. Oui, vous les gilets jaunes, voilà, vous soulevez, c'est magnifique. Ben là, c'est ce qu'ils ont eu en Ukraine. Donc des gens comme BHL qui venaient s'adresser à des gens, sauf qu'en Ukraine, dans la révolution de l'Euromaïdan, les troupes de choc qui ont été sur le terrain, c'était des nationalistes, et même des gens clairement néo-nazis. Il y avait même des nazis. Néo-nazis, il y avait des signes, Bandera, des choses alors comme là, ça. ils reprennent des signes de la Seconde Guerre mondiale, c'est la rune du Loup qui avait même certaines brigades de SS. Et tout. Donc ils y sont cash. Et Soros lui-même a même dit, quand ça lui a été adressé ce reproche, il y a un document vidéo comme ça, une interview américaine, où on lui dit mais quand même en Ukraine il y a de l'antisémitisme, vous-même en tant que juif ça vous gêne pas, et il a dit là-bas c'est finalement ça fait partie presque de leur culture, quoi. Donc c'est-à-dire que au nom des intérêts géopolitiques et géostratégiques qui sont les leurs, comme BHL qui en France nous bassine constamment, les gilets jaunes seraient antisémites, les gilets jaunes ceci, là-bas il peut aller s'adresser à des soutenir des néo-nazis. Des néo-nazis qui ont fait, qui sont dans une démarche d'épuration ethnique auprès des populations russophones de l'Est de l'Ukraine. Donc des gens qui voulaient récupérer le territoire du Donbass riche en ressources énergétiques et éliminer la population ou la remplacer. L'ancien président Poroshenko ayant même qualifié cette partie de l'Ukraine de poubelle génétique. Donc on est quand même dans quelque chose où ces gens-là, d'une certaine manière, en Occident, c'est les LGBT, c'est voilà, donc la société ouverte au niveau anthropologique aussi, c'est-à-dire toutes les frontières doivent s'effondrer, pas juste les frontières physiques, il y a aussi les frontières anthropologiques, sociétales, familiales, tout doit être arasé, mais pour défendre cet ensemble mou, si on veut, sur la périphérie, face à la Russie, face aux autres puissances, là il faut du dur. Donc là, on peut réactiver les néo-nazis. On peut, en Syrie, soutenir les islamistes, c'est-à-dire l'État islamique. Donc Soros, finalement, a un double langage. Il soutient en Syrie et en Ukraine des extrémistes, voilà, soit des néo-nazis, soit des djihadistes. Et par contre, en France, il va soutenir plutôt les LGBT, les femmes, c'est ça ? Clairement, oui. D'accord. Mais apparemment, c'est incompatible, en fait. Alors, c'est incompatible à première vue, sauf que l'agenda, c'est d'une certaine manière utiliser les extrêmes, de toutes sortes, en fait. Hein. Et donc, à un moment donné, un extrême qui peut être le néonazisme ou qui peut être l'islamisme peut servir un temps, parce que de toute façon, les gens qui sont aveuglés par leur idéologie, néo-nazis, islamistes, même extrême gauche, sont des gens qui, en fait, ont des œillères. Enfin, ils ont, à un moment donné, ils n'analysent pas les choses. C'est sectaire, de toute façon. C'est sectaire, voilà. Donc, du moment que c'est sectaire, c'est parfait pour. On te montre un ennemi, et puis tu fonces dessus, et d'une certaine manière, c'est bénéfique pour leur projet à eux, parce qu'eux, on l'a vu d'ensemble. Hein, donc, alors, tu nous as dit BHL. BHL, c'est le relais de Soros en France ? Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est le relais de Soros, mais il est sorosien dans le projet, quoi, dans l'esprit. Hein. Lui, à la différence que peut-être qu'un BHL, moi je dirais que l'équivalent francophone, français, ça serait plutôt un Attali. Attali est plus proche d'un Soros, même dans la méthodologie, dans son idée de finance, voilà, de tenir les populations par le crédit, et puis même il est lié au réseau Soros, et il ne se cache pas d'admirer Soros, il a même écrit des pages sur Soros comme un exemple, et vraiment le projet attalien, c'est le même, hein. Enfin, c'est la société ouverte en fait. La seule différence qu'il y aurait, c'est que Soros semble, contrairement un petit peu à ces mondialistes, un petit peu comme type Attali ou BHL, moins porté à la défense d'Israël. Il y a même une sorte de clivage. En tout cas, est-ce que c'est un clivage sur le fond ou plus sur la forme, mais avec donc le projet, on pourrait dire, de Netanyahou, de la droite israélienne. Netanyahou lui-même a qualifié, un de ses conseillers plutôt, a qualifié Soros d'ennemi systémique d'Israël. Voilà. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, c'est bon, l'oligarchie n'est pas monolithique, hein, il y a des affrontements de vision. Il y a une aile plutôt de droite, hein, qui est pour un passage en force. Les néoconservateurs, hein, seul le clivage néoconservateur et puis gauche globaliste, hein, c'est un peu ça. Mais Soros, il a commencé
à la London School of Business, c'est ça? Of Economics, oui. Il est passé par là. En fait, la London School of Economics, c'est intéressant de se pencher là-dessus parce qu'on voit que c'est la pouponnière à élite euh, anglo-saxonne depuis la fin du 19e siècle. Et elle a été fondée par des gens qui étaient de la Fabian Society. Donc la Fabian Society, c'est vraiment un des think tanks, on pourrait dire, au départ ça s'appelait pas un think tank, mais vraiment un club d'influence mondialiste les plus puissants d'Angleterre et un des plus anciens, où beaucoup de personnalités connues sont passées par la Fabian Society, et dont le projet est clairement d'arriver à une forme de... On a par exemple Herbert Wells, le célèbre auteur de La guerre des mondes, de toutes sortes de livres, qui a écrit dans les années 30 un livre qui s'appelle Le Nouvel Ordre Mondial, et qui est passé par là, qui était un socialiste fabien. Voilà. Parce qu'en fait, leur idée, des gens de la Fabian Society, c'était d'amener le socialisme, non pas à la manière des bolcheviks, c'est-à-dire par la violence, mais par le haut. C'est-à-dire, ils disaient, ce sont les financiers qui feront, qui réaliseront une sorte de collectivisme universel au-dessus des nations. Donc, leur projet, c'est ce que ça rejoint le projet de société ouverte, c'est de dissoudre les États-nations. Et même les socialismes nationaux, les gènes, ils veulent un socialisme mondial. En fait, quelqu'un comme Soros va être libéral d'une certaine manière au niveau national. Il veut dissoudre les protections au niveau national, mais pour arriver à reconfigurer une sorte d'État mondial qui, là, gérerait l'ensemble des populations et des ressources au niveau planétaire. De façon un peu socialiste, en fait, cet État. En fait, de façon sociale. En fait, c'est ce que dit aussi Attali quand il dit que finalement le capitalisme presque amène plus les promesses du socialisme que le socialisme réel. En fait, s'est passé une étape clé, c'est la révolution bolchevique. Tous ces gens, les socialistes fabiens, mais aussi on va dire les pères enfin les successeurs de Marx et tout, attendaient une sorte de... C'est l'internationalisme. Quand il y a eu la révolution bolchevique, là ça s'est fracassé sur le réel, et ils ont eu, avec le stalinisme, un retour à tout ce qu'ils voulaient abolir, c'est-à-dire encore plus d'autoritarisme, encore plus d'État, culte de la personnalité, impérialisme. Donc presque le projet se fracassait sur le réel et avait engendré quelque chose encore plus dur. Et à ce moment-là, le communisme réel, d'une certaine manière, ne correspondait plus trop à ce qu'ils voulaient. Et c'est là qu'ils se sont dit, bon, il faut faire la révolution par d'autres moyens. Et finalement, la révolution doit être faite par les élites, par les gens qui pensent. Les ouvriers, finalement, eux ne veulent ils pensent à court terme, ils veulent la sécurité matérielle. Donc voilà, donc il faut que ce soit nous, les élites éclairées, qui guidons vers ce projet. Donc, en plus d'un mépris de classe, ou voire d'un racisme de classe, c'est à eux de gérer et d'amener en fait le socialisme par le haut. Voilà. C'est socialisme fabien, c'est ça? Voilà. Mais alors, c'est vrai que quand on parle de socialisme, beaucoup de gens de gauche vont dire oui, mais le socialisme c'est un beau projet, c'est pas entendu comme comment dire le socialisme ouvriériste ou les aspects positifs qu'on peut trouver dans le socialisme au niveau populaire. C'est la planification c'est le collectivisme mondial. C'est-à-dire, c'est la termitière humaine au niveau mondial, gérée par une espèce d'élite technocratique. Donc il y aura toujours une élite, c'est ça le problème. Et une élite, donc ça joue sur l'idéal un petit peu qui est dans l'anarchie, qui est l'idée qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'État et tout. Oui, il n'y aura plus d'État, mais il y aura une espèce d'État mondial. Une république universelle. Une république universelle. Ça, c'est maçonnique, ça. Hein. Oui, c'est d'essence maçonnique, c'est ça, c'est clair. Puis, quand on regarde, par exemple, le London School of Economics, encore actuellement, sa revue interne s'appelle Millennium. Donc, leur idée, ça, c'est un millénarisme. Le millénarisme, c'est quoi? C'est réaliser le paradis sur Terre, mais de force. Personne ne peut. C'est ça aussi. Là, après, c'est où on se positionne. Moi, je pense, en tant que chrétien, on ne peut pas réaliser le paradis sur Terre de force, et quand on veut le réaliser, on arrive forcément à une dictature. Et plus on veut se rapprocher de cet idéal-là, plus on est dans la dictature, parce que on est obligé d'éliminer tout ce qui ne colle pas avec le système. Et donc, c'est ce qu'on a eu avec le communisme. Il faut éradiquer des classes entières de population qui ne rentrent pas dans le système. Donc, le problème, il est là. Et ça, c'est la version, on pourrait dire... c'est la version la plus aboutie de cet idéal-là, ou avec en plus l'idée que, bon, au moins les socialistes et les communistes avançaient leur projet un petit peu de manière moins masquée, plus ouverte.
Là, c'est plus pervers. Ça va utiliser les ressorts des droits de l'homme, de l'aide à des... Enfin, ça va s'appuyer sur des phénomènes qui sont réels, et des souffrances qui sont réelles, pour amener derrière ça. Avec en plus l'idée que, bon, à chaque fois, c'est des investissements aussi économiques. Hein, c'est jamais fait. Ce sont des gens qui savent très bien manier l'humanitaire pour augmenter leur surface financière. Quand tu parles de ce socialisme, Fabien, est-ce que c'est par exemple ces grosses banques aux États-Unis qui sont too big to fail, too big to jail? Elles sont trop grosses pour faire faillite. Leurs dirigeants n'iront jamais en prison. Par contre, leurs pertes, elles passent dans le domaine public, c'est-à-dire qu'elles sont renflouées par les États. Oui. Et puis, en fait, les profits, par contre, là, c'est toujours privé. Oui, mais c'est ça qui est intéressant chez Soros, c'est qu'il est critique de ce genre de phénomène. Et il dit que oui, j'ai une forme de schizophrénie parce que je peux dénoncer ça tout en étant moi-même un spéculateur. Mais il dit, mais moi, les spéculateurs comme moi devraient avoir des instances mondiales qui les empêchent de faire de la prédation au niveau international. Ça, il le dit clairement. Donc en fait, c'est sa manière, c'est hypocrite, mais en même temps, ça montre aussi là où il veut aller. C'est-à-dire que presque, par ses actions, il pense qu'à un moment donné, on va aboutir à une forme de régulation mondiale, qui est son idéal. Un idéal qu'il porte intrinsèquement en lui et qu'il a hérité de ses inspirateurs, hein, comme Karl Popper, comme d'autres. Parce que le projet de société ouverte, le terme société ouverte, ça a été théorisé par le philosophe Karl Popper, philosophe viennois au début du XXe siècle, dans les années 20, quand justement Karl Popper est justement quelqu'un qui a critiqué, qui a vu que le communisme, l'idéal du communisme pour lui était bon, mais la manière de l'appliquer était mauvaise. Et donc lui, c'est vraiment l'idéologue du libéralisme. Il a essayé de défendre le libéralisme libertaire face à ces deux rivaux de l'époque, qui étaient la montée du nationalisme d'un côté, et du fascisme, et de l'autre côté la montée du communisme. Mais en fait, quand on lit son ouvrage, vraiment, qui s'appelle La société ouverte et ses ennemis, il ne définit pas très bien ce que c'est qu'une société ouverte. Parce qu'en fait, il définit surtout ce que sont les ennemis de la société ouverte. Et en fait, lui, il remonte depuis l'Antiquité, hein, même depuis tous les penseurs, depuis Platon, même les présocratiques, jusqu'à nos jours, et il trace tout un fil. Et en fait, c'est presque toute la civilisation occidentale qui pose problème à ces gens-là. En fait. C'est tout ce qui est un héritage historique, une conscience historique trop affirmée, qui est un frein à l'autonomie radicale de l'individu. C'est ça le but. Pour consommer plus. Pour consommer plus, mais pour eux, la consommation, ça va être une des formes de jouissance de l'autonomie radicale de l'individu. Mais c'est un idéal, comment dire, toujours hors d'atteinte. Donc en fait, vous me posiez la question tout à l'heure, oui, mais une fois qu'ils ont tout arasé, finalement tout conformé à leur vue, qu'est-ce qui reste? Il reste toujours des résistances. Et il reste encore toujours des gilets jaunes. C'est-à-dire, voilà, même maintenant, on aurait pu penser que ça y est, c'est fini. Dans les années 90, on avait des gens comme Soros qui se sont investis massivement dans le combat contre le communisme. J'expliquerai plus tard pourquoi. En fait, contre le communisme tel qu'il était devenu. C'est-à-dire, pour lui, il appelait le communisme un projet de société ouverte qui a échoué, qui est devenu une société fermée universelle. Donc en gros, c'était le rival immédiat du libéralisme, et il fallait l'abattre, puisqu'il avait échoué dans son projet internationaliste. Ces gens-là, voilà, à l'époque, ils théorisaient, comme Fukuyama, d'autres, la fin de l'histoire et la démocratie libérale qui allait s'étendre à l'humanité entière. Il se trouve qu'en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Les confrontations géopolitiques sont plus fortes que jamais, et même au niveau infrastructurel de l'Occident, et donc de ce qui considérait être la société ouverte, on a maintenant le retour du populisme, on a les gilets jaunes, on a des gens qui ne... Ça, c'est le pays réel, les gilets jaunes. C'est le pays réel. Mais le pays réel, d'une certaine manière, depuis les Lumières, il en faut des révolutions pour en finir avec le pays réel. Mais il continue, c'est la mauvaise herbe, quoi. Il repousse toujours. On a beau y mettre... on lâche rien, de toute voilà, façon. Du Roundup, du glyphosate, tout ça. Enfin, ça repousse toujours. La mauvaise herbe repousse, mais bon, voilà. Béton partout, ça et tout, mais ça continue. Donc tant qu'il y a des humains, le projet n'est pas terminé. Tu penses que depuis 6 mois, les Gilets jaunes, c'est le grain de sable
dans ce beau projet sorosien Alors oui, c'est clairement le grain de sable, surtout que, comme je vous ai dit, on le voit parce qu'il n'y a aucune aide extérieure, à moins que, je sais pas, il y a peut-être des choses qui m'ont échappé, mais j'ai pas... Toi-même, t'es gilet jaune, Moi, hein je suis gilet jaune depuis le début. À chaque fois, comme je vous expliquais, moi, j'interviens dans le champ qui est le mien, surtout donc l'analyse politique, géopolitique, et j'essaye au travers des conférences, au travers de mon livre, des vidéos qu'on peut faire sur... j'anime aussi un site qui s'appelle lesnonalignés.fr. Voilà, aussi j'interviens sur des sites comme Stratpol, stratpol.com, stratégie politique. Voilà, donc j'essaye d'amener des éléments pour aider les camarades gilets jaunes. Et par exemple, par les conférences, depuis 6 mois, à chaque fois j'ai fait des conférences. Et par exemple, je faisais un week-end de conférences. J'allais faire la conférence le vendredi ou le dimanche. Et le samedi, j'allais aux gilets jaunes. Donc j'ai pu voir en plus ces différentes réalités des gilets jaunes aux 4 coins de France. Et c'est clair que c'est le grain de sable dans la machine parce que, comment dire, surtout, voilà, il faut voir les choses au niveau géopolitique. Le projet de société ouverte maintenant, et le projet Soros et les réseaux Soros, l'Open Society Foundation, sont maintenant identifiés et combattus, notamment dans des pays comme la Russie, comme la Hongrie. Ils ne sont pas présentés comme très démocratiques, ces pays-là, par les mass médias. Les mass médias, qui de la société ouverte, d'ailleurs, puisque bon, il y a tout un chapitre dans mon livre sur comment Soros investit dans les médias. Alors ça, on l'a vu aux États-Unis, il investit des sommes colossales dans le camp d'Hillary Clinton et dans les médias pour contrer Trump. Donc aux États-Unis, il y a un affrontement administration Trump, réseau Soros. Dans les pays d'Europe de l'Est, là aussi, il commence à être refoulé. Maintenant, même en Europe occidentale, en Italie, depuis le dernier gouvernement, ils commencent à parler de plus en plus de ça, notamment avec l'investissement des réseaux Soros auprès des ONG facilitatrices de l'immigration et de l'aide aux clandestins. Donc ces questions deviennent de plus en plus prégnantes. Alors et on est face à une crise qui devient de plus en plus grande pour ce projet-là. Et la base de repli vraiment du projet de société ouverte, c'est l'Union européenne et c'est précisément le couple franco-allemand. Et on pourrait dire l'axe Macron-Merkel. Et donc c'est pour ça que chez nous, on a eu quelque chose comme les gilets jaunes, puisqu'il n'y a aucune soupape de sécurité. Rien n'est pris en compte, comme voilà, en Italie, au bout d'un moment, le vote a permis à des partis... il n'y aurait pas eu l'Alliance Ligue du Nord, Mouvement 5 étoiles en Italie, il y aurait eu des phénomènes comme les gilets jaunes. C'était la même chose que chez nous. Vous nous parliez tout à l'heure de personnes qui ont rejoint les gilets jaunes, qui vous disaient, oui, moi si je n'étais pas venu, je me serais suicidé ou des choses comme ça. En Italie, j'ai vu la même chose, je vais souvent en Italie, c'était la même chose, et là c'est un aspect politique qui a permis, politique par les partis, on va dire. En France, comme tout est verrouillé, comme tout est tenu, maintenant ça sort dans la rue. Et s'il n'y a pas si on peut se poser la question, pourquoi Macron n'apporte pas de réponse comme ça, à part du blabla, son grand débat, depuis 6 mois, c'est du jamais vu. Voilà. Donc, mais est-ce qu'il y a des réponses possibles? Au-delà des effets d'annonce et de manche et de garder le micro pendant 2 heures. Parce qu'en fait, eux, ils ont un projet, c'est l'intégration euromondialiste coûte que coûte. Là, ce projet-là est en train si ce n'est de se casser la gueule, au moins de ralentir. Ils ne veulent pas changer de direction. D'où de l'accélération. En fait, on constate une accélération avec la conférence de la paix, par exemple, qui avait été organisée là, à Paris en novembre dernier, au début, d'ailleurs peu avant, je crois, le début des Gilets jaunes, ou au même moment, soutenue par l'Open Society aussi, par Soros. Et on a ensuite le traité d'Aix-la-Chapelle pour l'intégration franco-allemande, qui est une forme de plan de sauvetage de l'Union européenne. Si jamais voilà, après les prochaines élections et en plus longue échéance, il commence à y avoir vraiment l'Europe qui se fracture, ils veulent resserrer la chose sur le couple franco-allemand. Et l'idéologie vraiment Macron-Merkel, c'est cette idéologie de société ouverte. Et donc là, ce traité d'Aix-la-Chapelle, c'est le cadre réglementaire pour une intégration plus poussée des deux pays, voilà. On va dissoudre la France dans des euro-régions, dans des landers. Je pense que le but à terme, c'est ça, c'est une sorte d'euro-région
régions, d'une gouvernance globale. De toute façon, là, ils ne lâchent pas là-dessus. Leur vision de l'Europe, c'est pas la vision qu'avait par exemple le général de Gaulle. Voilà, moi, j'ai fait une conférence au début du mouvement des Gilets jaunes qui était sur l'anniversaire de mai 68. Et c'était de mai 68 à nos jours, les révolutions colorées. Donc justement la méthodologie Soros. Et on avait vraiment les Gilets jaunes qui arrivent en contrepoint de mai 68. Mai 68, c'était à l'époque tous les réseaux, Cohn-Bendit, tous ces gens-là, en fait, tous les réseaux, on pourrait dire, de la société ouverte de l'époque, qui arrivaient en France pour mettre en difficulté le général de Gaulle, qui avait un projet de souveraineté non alignée pour la France, et qui commençait à poser problème et notamment un projet alternatif pour l'Union européenne. Lui, la vision de l'Europe qu'avait le général de Gaulle, c'était une Europe souveraine et une Europe, on va dire, avec peu de pays, et qui aurait été une sorte de confédération plutôt qu'une fédération, et de pays qui se dotent les moyens de devenir une puissance non alignée aux deux blocs à l'époque. Voilà. Donc ça, c'est ce qui posait problème. Et premier mouvement, d'une certaine manière, d'ingénierie sociale massive, mai 68. Mai 68, on s'est appuyé, mai 68 cochait toutes les cases un petit peu de la méthodologie société ouverte et de l'idéologie société ouverte, qui sont s'appuyer sur les minorités contre la majorité, jouer sur le sociétal contre le social. S'appuyer, à l'époque, c'était là, c'est la culture des jeunes presque contre et c'est l'axe, le De Gaulle représentait le patriarcat d'une certaine manière, le patriarcat traditionnel et d'une certaine manière l'autorité naturelle du chef d'État, militaire. Il fallait abattre ça. Et face à ça, qu'est-ce qu'on en a déchaîné selon la méthode. C'est pour ça que la société ouverte en tant qu'idéologie croise plusieurs autres courants. La cybernétique, l'ingénierie sociale et le marxisme culturel. Donc, j'ai pas, oui. Excuse-moi de revenir sur ça, mais au niveau de mai 68, le Parti communiste a finalement freiné les choses, oui, à un moment. Et pourquoi le Parti communiste a freiné les choses par rapport à tous les Mao, aux anarchistes et aux gauchistes radicaux Parce qu'il a bien senti que c'était pas que le fond n'était pas des revendications sociales, mais un fond de subversion de la société. Et le Parti communiste à l'époque de Gaulle était intégré, c'est ce qu'on a parlé de gaulo-communisme, c'est-à-dire qu'il était intégré finalement dans la gestion presque de l'État. Et chacun avait un peu sa sphère. Eux, c'était les intérêts de la population. Ils n'avaient aucun intérêt à laisser se favoriser cette subversion qui était en train de se développer, et ils l'ont très, très vite vu ce qui allait arriver, quoi. Ils n'ont pas marché sur l'Élysée. Ils ont refusé de marcher sur l'Élysée. Ouais. Ah non, ils étaient contre ça. Et surtout, à terme, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une gauchisation du Parti communiste lui-même. Le Parti communiste qui était vraiment, on pourrait dire, patriote, qui en plus avait réussi à construire sa mémoire historique, même si on regarde dans la réalité, c'est plus complexe, mais sur l'histoire de la résistance, sur le parti des, je sais plus, 75 000 fusillés, je sais pas quoi. Enfin, avait donc cette légitimité de patriotisme. Je me rappelle, il y avait un journal là où j'habitais, dans la région où je suis originaire, de Nice, qui s'appelait Le Patriote. Et c'est un journal communiste. Au fur et à mesure, cet aspect souverainiste, patriotique, a été éjecté de l'extrême gauche, si on veut, et remplacé par le gauchisme sans frontiériste, qui est totalement qui converge avec l'internationalisme libéral, c'est ça le paradoxe. Le paradoxe à première vue. Et finalement, en fait, ce sont les trotskistes. De toute façon, il y a toujours cet affrontement-là. Il faut voir aussi qu'à l'époque, il y avait encore l'URSS. Et bon, l'URSS s'est construite en écartant violemment le risque de trotskisme. Donc, et en favorisant ce que Staline appelait le socialisme dans un seul pays. Voilà, et la construction progressive du socialisme en s'appuyant pays par pays. Les trotskistes voulaient, dès le départ, de toute façon, c'est toujours la même chose. On a l'irruption dans l'histoire à chaque fois. On le voit depuis la Révolution française et avant. La subversion arrive. Dès le départ, elle veut abattre tout. Elle veut avancer son projet très, très rapidement. Abattre les frontières. On voit la Révolution française, c'était on change les noms des mois. On déchristianise très rapidement la société. Et après, ils sont obligés de revenir là-dessus. Parce qu'en fait, la population ne veut pas de ce projet-là. La population, ce qu'elle veut, c'est l'amélioration de ses conditions de vie. Elle ne veut pas changer de culture, en fait. Et le fond du projet de société ouverte, sous ses différentes formes,
comme le projet de fond du marxisme culturel, c'est le changement de culture. C'est une guerre culturelle, mais qui emploie tous les vecteurs possibles. Dans le but de créer une humanité unique. Mais une humanité unique, non, voilà, qui aurait perdu ses qualités. Mais quel est l'intérêt pour des oligarques d'avoir une unité au niveau de la population c'est-à-dire qu'on est riche de nos différences. Tu vois, une culture irlandaise et une culture anglaise, c'est pas la même chose. Les Irlandais, comment ils ont pu résister à l'impérialisme anglo-saxon en s'appuyant sur leur spécificité culturelle et sur leur mémoire culturelle et sur leur mémoire, même j'ai envie de dire, identitaire. C'est ça la cible. Si on coupe ça, si on coupe un peuple de ses racines, il a plus de raison de se battre. Là, tu penses à Notre-Dame oui, parce que ça fait partie de nos racines, Notre-Dame. Oui, là, c'est encore. Là, on va partir sur autre chose. Mais oui, clairement, bon, Notre-Dame, c'est un peu. Oui, Soit c'est les incompétents qui n'arrivent pas à gérer notre patrimoine, ou soit il y a quelque chose d'autre derrière, c'est criminel. Là, il y a différentes options, mais dans tous les cas, c'est gravissime et on s'attaque à nos racines. Bah, si tu veux qu'on parle de Notre-Dame, moi, je viens de réaliser un dossier avec quelqu'un, je crois que vous l'avez déjà interviewé, non avec Youssef Indy, ouais. Voilà, sur Notre-Dame. Et en deux parties. La première partie, on a parlé des étrangetés de la version officielle, comme souvent en la matière, et puis aussi des projets projets immobiliers autour de l'île de la Cité, sont des projets qui sont en route depuis 2015, depuis François Hollande, et qui en fait là peuvent du coup être reproposés maintenant que le bâtiment est à refaire. Le projet qui vise avec des choses un peu délirantes, comme voilà, faire une grande dalle en verre devant Notre-Dame. En fait, ils sont embêtés parce que l'île de la Cité, il y a beaucoup de gens qui passent, mais finalement peu de gens qui vont s'installer sur place, qui vont faire du shopping, et puis être dans des hôtels. Il y a très peu d'habitations pour loger les gens. Donc en fait, c'est une espèce de hub touristique. Voilà. Donc le projet de faire Notre-Dame désacralisée avec des terrasses végétalisées, des gens qui font peut-être des skateparks, je sais pas, une flèche en carbone, voilà, enfin le Paris actuel, voilà, le Grand Paris avec la tour Triangle, ces choses-là, voilà, une espèce de ville post-historique. Et ça, c'est totalement le projet de société ouverte. Hein, c'est avec tous les trucs comme façon Anne Hidalgo, voilà, les plugs anal, ces choses-là dans les rues, tout, voilà, des choses, le festivisme total. Donc société ouverte aussi au niveau des valeurs et de la morale. Totalement, c'est ça. Oui. C'est pas seulement les frontières. C'est pas les frontières, c'est anthropologique. Il faut tout ouvrir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières entre un homme et une femme, on peut changer de sexe, on revient. Là, vous êtes fermé, si vous gardez votre hétérosexualité, c'est que quelque part vous êtes conservateur, vous n'êtes pas assez ouvert. D'accord. Il faut s'ouvrir. Qui vous dit que je suis un homme déjà? C'est ça le truc. C'est ça. D'accord. Voilà. Là, vous êtes déjà plus. Lui, il est dans la société ouverte parce qu'il est dans le flux. Il est pas dans une fixité identitaire à dire je suis un homme. Non. Mais à part faire des paumés, des gens qui sont mal dans leur peau et finalement qui se retrouvent à se suicider, parce que les dernières statistiques en Californie sur les transsexuels et les gens qui changent de sexe, c'est 35 à 40% de tentatives de suicide. Donc c'est un mouroir. C'est mortifère comme projet. En tout cas pour la population qui le subit. Après, je ne sais pas si les oligarques, eux, sont dans les optiques. Est-ce qu'eux, ils sont totalement. J'ai l'impression qu'un Soros, par exemple, il ne va pas être. Comment dire, la transsexualité, tout ça, c'est pas tellement. Enfin, je n'ai pas l'impression que ce soit son mode de vie. Parce qu'il y a des gens, par exemple des Pierre Berger, des gens comme ça, ils sont plus clairement dégénérés. Lui, il a l'air plutôt. Il aime bien se choisir des femmes jeunes et tout, mais il n'est pas. Je n'ai pas l'impression qu'il soit dans ces choses-là. Donc en fait, effectivement, c'est un bon moyen de transformer la population en. Déstabiliser, Voilà. faire du chaos, géré par le chaos, on peut dire. Gouverné par le chaos, comme dirait mon postfacier Lucien Cerise, qui a fait la postface du livre. Et gouverné par le chaos. Gouverné par le chaos. Et donc là, regarde, dans le chaos peut émerger autant des LGBT, des gens paumés, qu'après aussi par réaction des néo-nazis, des gens qui vont vouloir rejoindre Daesh, toutes sortes de gens. Et chaque fois, ça peut être réutilisé, ça. Donc c'est pas seulement des consommateurs, c'est pas seulement pour faire du business. Là, on a dépassé le business, c'est pour contrôler les gens et finalement le pouvoir. Le premier aspect, c'est le business, mais derrière, les gens comme Soros, eux, ils savent où ils veulent aller, et c'est contrôler les gens et transformer la société selon leur projet. Oui.
Et faire une masse d'esclaves, hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Quand on n'est pas une oligarchie, d'une certaine manière, ils veulent remplacer. Il y a tout un mouvement dans l'histoire, si on regarde depuis les Lumières jusqu'à maintenant. Il a fallu se débarrasser des anciennes aristocraties en s'appuyant sur les problématiques qui étaient réelles. Et puis pour progressivement, non pas arriver, on aurait pu dire juste une espèce de démocratie universelle ou des thématiques comme ils sont chers à Étienne Chouard, à des gens comme ça. Non, il faut continuer. C'est-à-dire, après, il y a cette espèce de masse humaine amalgamée, atomisée comme ça. Et de là, une nouvelle élite peut gérer cette société. Des gens qui au départ ne sont pas une élite, des financiers, des gens qui sont juste des escrocs en fait. Hein. Ils font le jeu de bonneteau au niveau mondial. Quoi. Bah, du Madoff, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, des gens comme ça. Alors, quelle est la qualité la plus-value pour le bien commun, en fait, de ça, Madoff. même, quelle est la qualité de personnes comme ça dans la vie réelle? Enfin, qu'est-ce qu'ils nous apportent? Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme à l'humanité? Est-ce que c'est des Mozart? Est-ce que c'est des gens Est-ce que c'est un bon médecin, voilà, un bon pâtissier voilà. Non. Bon, bah non. Le mec, c'est un escroc. Voilà. Donc, pour gouverner une masse de gens qui sont. Il faut. Pour que des gens comme ça, qui sont finalement la partie la plus vile de la population, deviennent ceux qui commandent, il faut qu'ils avilisent tout le monde et qu'ils détruisent ce qui est en place. Ça peut paraître fou, c'est sûr que dit comme ça, on se dit oui, mais quand même, ils le font par étapes, par paliers. Alors nous, on vit dans un espace-temps, le temps historique et le temps, on pourrait dire personnel, c'est pas le même. Mais si tu regardes sur le long terme, progressivement, tout change autour de nous. Si on avait dit à nos grands-parents comment on vivrait aujourd'hui, enfin, je sais pas, le mariage pour tous, des choses comme ça, enfin, même pas. Et puis, il y a 50 ans, ça serait très mal passé. Ça serait très mal passé, puis même, ils auraient dit, mais c'est quoi? Enfin, c'est l'asile psychiatrique. Et le plug anal, c'était quoi, Place Vendôme, voilà, là, le truc vert, là, ouais. Tous ces genres de choses, genre, c'est fait. Maintenant, ça passe, hein, sur les bobos parisiens, les mecs, ils trouvent ça crème, quoi. Ils font, ah non, c'est de l'art. C'est comme là, je suis passé à Notre-Dame tout à l'heure, bon, ça a brûlé, mais bon, il y a des gens, ils sont là, enfin, tout cela. Le festivisme ambiant reprend, quoi. Enfin, il n'y a pas de transcendance, tout est là, on est des consommateurs, voilà. Et le consommateur, c'est quelqu'un qui est toujours à la lisière de la dépression, en fait. Hein. Donc c'est bien ça aussi pour tenir la population. C'est-à-dire, si on lui enlève, il n'a pas d'horizon, donc on lui enlève les deux trois choses qui lui permettent de tenir, il sombre. Il prend des cachetons ou il picole. Et à la fin, comme on le disait tout à l'heure, euthanasie. C'est pour ça que Soros s'est investi. Les Soros sont investis massivement dans la thématique de la légalisation de l'euthanasie. Mais c'est toujours présenté de manière habile. Ils vont parler de la fin de vie difficile. Et effectivement, puisque la fin de vie, de toute façon, c'est toujours difficile. Mais les gens qui vont avoir du mal. Alors ils font exprès de confondre les choses, l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie volontaire. Enfin, ils mettent tout dans la même. C'est toujours la même chose. On commence, on enfonce un coin et après voilà, on ouvre toute la porte. Ils voudraient se débarrasser des moins productifs. Ouais, c'est ça à terme. Hein, ouais. Mais ça, alors, Soros est quand même très vieux maintenant, il est né en 1930. Lui, l'euthanasie, pour l'instant, il n'y pense pas. C'est comme Attali, en fait, c'est pas pour lui, quoi. Donc, voilà, c'est pour lui, il est productif, hein, il a un projet pour la planète, hein, donc c'est nous qui sommes improductifs. Mais est-ce que toi, tu es optimiste avec les Gilets jaunes parce que cette respiration démocratique, personne ne l'avait vu venir, en fait. C'est vrai. On le disait tous, enfin, tu sais, dans les dîners de famille et tout, à un moment, ça va péter, ça va péter. Et ça faisait des années que ça se disait, enfin, on en faisait une joke, quoi, enfin, une blague, et puis après, ça pétait. Alors, il y avait des raisons objectives, on peut dire, hein, de penser qu'il allait se passer quelque chose, mais je commençais à douter quand même de la capacité de résilience de la population française. Je me disais, là, on accepte un peu tout, là, quand même. Et en fait, Macron, c'est vraiment, il a commis des fautes stratégiques qui sont, comment dire, si on veut se faire craindre, enfin si on veut faire passer des choses en force, il faut au moins mettre la forme et au moins respecter l'image et la population. Là, il a tout fait. Il est typique de sa génération, de gens qui croient qu'ils sont arrivés, qui ne peut pas s'empêcher. C'est un parvenu, en fait. Voilà, donc il faut qu'il insulte les gens, et puis surtout, il faut qu'il montre au grand jour son projet, c'est-à-dire la profanation d'une certaine manière des symboles nationaux, la fête du 14 juillet avec les DJ. Les DJ homo, là, machin et tout, enfin bon, c'est toutes ces choses-là. Au bout d'un moment, ça a été ressenti comme une gifle pour la population, et ça a montré au monde entier que les Français, c'est encore un peuple viril qui sait se soulever quand on lui parle mal, quoi. Et ça, c'est magnifique. Mais pour la suite là, du mouvement, toi, tu es en province, hein, t'es pas sur la région parisienne. Comment tu vois les choses? Comment tu vois l'évolution du mouvement des Gilets jaunes?
Je pense, comme a dit justement, je crois que c'est avec vous, je sais plus, j'ai vu une interview de Lucien Cerise justement qui disait qu'il faut que les gilets jaunes s'installent dans la longue durée d'une certaine manière, qu'il soit un processus presque de révolution permanente en fait. Hein. Lente, ouais. Voilà, lente et permanente, mais je pense que c'est ça. Mais à terme, je pense même que il faut aller. Tout l'intérêt, au départ, c'est quelque chose d'instinctif, les gilets jaunes. Et puis c'est le moment où voilà, on touche à l'essentiel, enfin à la survie matérielle. Donc là, on se révolte. Après, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Il faut s'organiser à tous les niveaux. Moi, il y a un truc qui m'intéresserait beaucoup avec les gilets jaunes, c'est voilà, je pense il faut faire il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites, hein, des caisses pour aider les gens, des choses comme ça, mais une université populaire des Gilets jaunes, hein, quelque chose de vraiment qui forme les gens, qui soit vraiment une espèce d'organe de la révolution permanente, quoi, et de nous donner à nous-mêmes les bonnes armes conceptuelles pour affronter le projet. Eux, ils ont un projet d'ingénierie sociale négative, on pourrait dire. Nous, on doit avoir un projet d'ingénierie sociale positive. Enfin, ça, c'est une question de point de vue. Pour eux, c'est très positif. Pour eux, c'est positif, mais bon, ça, c'est. Pour nous, les gueux, c'est moins positif. Oui, c'est le point de vue entre le loup et l'agneau. Hein. Enfin, nous, on est dans quel. Alors, ça d'ailleurs, ce symbole, c'est le symbole de la Fabian Society. Le premier symbole de la société fabienne, dont je parlais tout à l'heure, c'était l'écusson, c'était un loup déguisé en agneau. C'est une armoirie comme ça d'un loup déguisé en agneau, entouré de deux personnages qui tiennent des marteaux et qui tapent sur un globe terrestre, comme s'ils étaient en train de forger le nouveau monde. Donc, on voit tout le projet, c'est un peu le projet maçonnique. Voilà, ils l'ont gardé ce symbole ou pas? Alors ils l'ont changé, mais il figure toujours dans un, je sais plus, dans des documents ou même dans un vitrail qui est dans leur université, de la London School of Economics. Mais toi, tu penses qu'on est dans un processus évolutionnaire ou révolutionnaire? Dans leur point de vue? De notre point de vue en tant que gilets jaunes, nous sur les ronds-points. Évolutionnaire, ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire dans quel sens? C'est-à-dire que c'est aussi interne, en fait, c'est aussi un cheminement interne, et Oui. on apprend énormément, Oui. on s'ouvre aux autres, on évolue, etc. De toute façon, dès qu'on agit, on se transforme. Enfin, ça, c'est un truc. On nous a appris depuis mai 68 à être passif. C'est ce que expliquait tout à l'heure une de vos camarades. Enfin, c'est pas Big Brother, c'est Big Mother. Voilà, c'est le totalitarisme mou. Donc on nous a appris à être passif, à être voilà, c'est les jeux vidéo, la pornographie, le truc on est là, on attend, voilà. Et puis c'est pour ça aussi la légalisation des drogues, ces gens-là ils veulent arriver à ça, parce que population qui attend. Il y a une espèce- la vidéo là qui passe en ce moment là que tu m'as montré tout à l'heure là, un gars qui dit j'ai pas envie de me battre, j'ai envie de me laisser aller, de me laisser faire ou je sais pas quoi. Voilà, c'est devenir un mollusque. Voilà. Bah, une victime, en fait. Une victime, un mollusque. Une larve, quoi, enfin un post-humain. Quoi. Ouais, mais ça, c'est pas les gilets jaunes. Nous, on est des hommes et des femmes qui avons décidé de briser l'échelle. Voilà, donc c'est leur projet, mais donc nous, c'est la révolte contre ça. C'est la révolte viscérale de ce qu'il y a d'humain en nous. Donc on agit, on se transforme, on se bat contre ça, et à terme, donc c'est pour ça. Après, moi, j'ai aussi une vision métaphysique des choses, c'est-à-dire, je pense qu'on est face à un projet qui est radicalement matérialiste et athée, mais qui veut justement, il est matérialiste et athée pour nous réduire à la dimension la plus petite de l'être humain, qui est sa dimension la plus élémentaire, hein, presque animale, quoi, voire même végétale. Hein. Mais nous, on doit revenir à la dimension de l'homme tel qu'il est dans la loi naturelle, d'une certaine manière. C'est-à-dire, si on regarde l'homme à l'état de nature, presque, les choses. Les choses ne sont pas là par hasard, enfin, elles ont été créées par un créateur, pour moi, enfin, sinon elles n'existeraient pas. Voilà. Si les choses sont, c'est qu'il y a de l'être. Voilà. Donc il faut se revenir à l'être. Eux, leur projet, c'est le non-être. Donc, mais bon, ça, ça ne veut pas dire que tous les gilets jaunes doivent devenir je sais pas, des croyants fanatiques ou quoi. Mais je pense qu'à terme, il y a quand même. Genre, si on veut construire une société, on doit déjà revenir à des piliers de toute société normale, c'est la famille. La primauté de la communauté sur l'égoïsme, sur l'individualisme, la convergence entre l'intérêt personnel et l'intérêt du groupe. Le bien collectif avant le bien individuel. C'est ça, et le bien commun. On parle, en fait, qu'est-ce que c'est dans la République, ils aiment bien parler ou les maçons, ils aiment bien parler d'intérêt général. C'est toujours des choses abstraites comme ça. L'intérêt général, non, le bien commun. C'est le bien qui est commun à la population et aux êtres humains
qui forment une communauté nationale. Une communauté nationale, c'est une communauté de destin. C'est pas juste. On devrait même revenir à ça, mais bon, là, on est descendu tellement bas dans le matérialisme, et on parlait de Notre-Dame, mais ça vise à ça. Hein. Enfin, ça nous en arrachait ce qui est de plus beau et de plus noble dans notre histoire, mais c'est la communauté nationale, c'est aussi c'est les vivants, mais c'est aussi les ancêtres et ceux qui vont venir. Oui, il y a une chaîne en il y a une fait. chaîne Voilà. une continuité. Bah, on se bat pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants et Ouais. pour le respect de nos anciens aussi. Exactement. Donc il y a quand même une continuité. C'est ça. Et puis bon, bah, c'est notre tour de se battre. Oui, Voilà. C'est notre projet, on peut dire. c'est ça. Exactement. Bah oui, le son il est mauvais. Bah ouais, bah, je suis Ah oui, désolé. c'est vrai, on entend Le pas. micro, j'en ai pas. Donc Je me rapproche. voilà. Bon. Est-ce Bah qu'on oui, entend mieux là? le son est pourrave. Bah oui, les gars, il faut que je trouve un micro. Bon. Bah en tout cas, merci de cet échange. On va rappeler ton livre. C'est un bon pavé en plus. Hein. Oui, c'est. Combien de pages? Je crois 360 ou quelque chose comme ça. Mais en fait, je l'ai conçu comme un manuel. C'est-à-dire, dedans, il y a comment dire, des éléments qui peuvent être utilisés vraiment pour combattre et comprendre le projet. Mais il se lit facilement hein, quand même. Enfin, c'est Aux complexe, éditions, les éditions Le Retour aux Sources. Le Retour aux Sources. Et c'est grosso modo, le prix, il est à combien? C'est 25 euros. 25 euros. Donc voilà, un beau cadeau pour se l'offrir, ou offrir à des amis, et pour comprendre le projet, leur projet en Leur fait. projet, c'est leur projet, c'est pas notre projet, c'est Leur projet, et ben en tout cas connaître le projet de l'ennemi, et puis pour pouvoir s'y préparer et l'affronter. Voilà, merci encore, Bah, merci à vous. force et honneur, on ne lâche rien, On lâche chaque rien. seconde compte. Oui, et puis tous les samedis, où qu'on soit, il y a forcément un groupe de gilets jaunes à rejoindre. Moi, c'est ma politique. Je ne suis pas forcément localisé dans un endroit précis, je bouge beaucoup. Mais dès que je suis samedi quelque part, je rejoins mes camarades gilets jaunes. Force et honneur, ah ouh, montez des équipes bande de glands.